Bonjour, merci Gilles d'avoir un petit peu débordé. Comme ça, comme mon exposé va être assez court, on sera à peu près dans les temps. Donc, en fait, moi, je vais vous parler de quelque chose qui est en fait pas très rigolo, qui est l'aspect qualité et évidemment son interaction avec l'intégrité scientifique. Et est-ce que l'une, c'est-à-dire la qualité, peut aider l'autre et peut en fait, en gros, servir de garde-fou? Je voudrais d'abord juste me présenter pour que vous sachiez un peu d'où je parle. Donc moi je suis biochimiste, j'étais professeur de biochimie ici à Paris-Descartes, mais en même temps j'avais une activité dans un laboratoire de biologie médicale hospitalier. J'étais chef du service de biochimie et j'étais chef du pôle. Et dans ce cadre-là, à partir de la loi de 2010 sur l'accréditation des laboratoires, je suis devenu responsable de l'assurance qualité. Et maintenant, je suis auditeur COFREC, c'est-à-dire que je fais des visites d'évaluation. Donc, j'ai une certaine pratique. C'était surtout pour ça que je voulais vous le dire. J'ai donc une certaine pratique de la qualité. Donc, en fait, en gros, les questions, c'est quels sont les liens entre qualité et intégrité scientifique et en quoi la qualité peut-être être utile à cette intégrité. Alors, l'intégrité, on peut se poser la question d'en gros, quels sont les facteurs qui peuvent la faire varier, que finalement on va avoir un comportement plus ou moins intègre. Et on peut dire qu'il y a un peu des facteurs endogènes, innés. Est-ce qu'on est plus ou moins honnête? Est-ce qu'on travaille avec plus ou moins de soin? Est-ce qu'on est plus ou moins organisé? Et puis, des choses auxquelles souvent on n'a pas beaucoup de... Là, c'est l'ego, on en a déjà parlé. Est-ce qu'on a un ego, une ambition extrêmement importante? Puis des facteurs un peu acquis, c'est l'éducation. Claude en a parlé, l'exemplarité des autres chercheurs et l'encadrement, qui peut être quelque chose d'extrêmement important. Et puis, ce dont a beaucoup parlé Claude, c'est la pression extérieure, l'argent, les carrières, etc., qui peuvent, ou sont des risques importants de nous faire basculer. Et si on a relativement peu de chances de jouer sur les facteurs innés, sur l'ego d'un chercheur, par exemple, ou sur l'ambition d'un chercheur, on a peut-être plus de possibilités de jouer sur les facteurs acquis. Pression extérieure, ça c'est un problème. Extérieur, c'est un peu un problème politique, mais éducation, exemplarité, etc. Et je pense que ça, c'est vraiment un facteur qui peut être extrêmement important. Donc, il est paru dans Nature cette diapositive, donc en 2000, je ne sais plus combien, mais il n'y a pas très longtemps, en 2014 ou 2015, je pense, qui montrait un peu ce qui se passait dans un laboratoire, enfin, ce qui pouvait se passer dans un laboratoire, je vous rassure, c'est pas partout comme ça, mais avec un certain nombre d'erreurs. Et donc, il posait la question, est-ce que vous voyez, il posait la question de 6 erreurs de qualité, et comme à l'époque, j'étais déjà RAC, j'en ai trouvé 13. Et je les ai un petit peu montrés ici. En gros, les animaux de laboratoire n'ont pas grand-chose à faire dans un laboratoire, le poisson rouge et le chat. Il est, par exemple, si... On n'a pas de pointeur? Non. Ok. Non, mais si, bon, par exemple, les aliments non plus, la tasse de café et la tarte n'ont pas grand-chose à faire. Il est déconseillé de jeter n'importe quoi dans un évier. Moi, j'ai un souvenir très désagréable au temps où on fumait dans les laboratoires de quelqu'un qui avait vidé de l'éther dans l'évier quand j'ai voulu éteindre ma cigarette avec de l'eau. Tout a pris feu. Utiliser des produits périmés, Best Before 1985. Avoir service record, c'est que votre appareil est enregistré et qu'on sait comment il fonctionne et comment il est maintenu, etc. Et là, vous voyez qu'il n'y a rien. Noter sur des petits bouts de papier des choses qui vont être perdues et donc des résultats qu'en fait, on reconstituera. Ah oui, je me souviens, j'avais noté 112 et 138 sur ce papier et poum, on met ça dans le cahier, alors qu'en fait, c'était 23 et 38. Les gens qui ne portent pas de blouse, qui ne portent pas de lunettes pour se protéger. Et je pense que Gilles va y être sensible, les mots de passe des ordinateurs, parce qu'on peut changer vos données, on peut modifier les données, et je pense que le pire, c'est le congélateur qui contient des trucs dangereux, qui n'est pas rangé, qui fuit et qui est donc probablement pas à la bonne température, ce qui fait que tout ce qu'on a conservé dedans n'est pas valable, mais on va continuer à faire des expériences avec et avoir des beaux résultats qu'on publiera dans des journaux si possible, de fort impact facteur. Donc, pour moi, la qualité
est quelque chose qui sert vraiment de garde-fou, et on en a eu, je dirais, un peu l'expérience au cours de l'accréditation, puisque en 2010, il y a une loi qui a forcé l'ensemble des laboratoires de biologie médicale à être accrédités. Et donc, en 2013, le laboratoire de l'hôpital Pompidou a été accrédité, et ça n'a pas été si simple que ça. Donc j'ai dit que c'était un garde-fou, j'ai mis les fous au pluriel, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à garder. Donc, c'est certainement une aide à l'intégrité, car ça va apporter par exemple de la sécurité dans les résultats. Donc je prends juste l'exemple de la métrologie. Donc la métrologie, c'est être sûr que les appareils que vous utilisez sont en bon état de fonctionnement. Si vous mettez quelque chose dans un congélateur qui est à moins 80, il n'a pas été le 15 août finalement aux alentours de 4 degrés parce qu'il est tombé en panne, qu'il n'y avait personne ce jour-là et que tout ce qui était dedans est passé à 4 degrés, puis qu'ensuite c'est remonté parce qu'on l'a changé, et tout ce qui est conservé dedans n'a plus strictement aucune qualité. C'est les pipettes qu'on a. On a l'habitude dans les labos de faire vérifier les pipettes. Moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, on sait que les pipettes sont vérifiées, mais on ne sait pas si la pipette qu'on a utilisée ce jour-là était encore en bon état. Et je connais peu de labos où, en fait, quand ça revient, la pipette n'est pas juste. On se pose la question de savoir qu'est-ce qui a été fait avec cette pipette, est-ce qu'on est capable de le retrouver, et de savoir que ces résultats ne sont pas justes. Donc, c'est des problèmes qui ont l'air comme ça assez triviaux, mais qui en fait sont importants. Et le deuxième point sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est l'aspect traçabilité, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de retrouver les résultats correctement et pas noter sur un bout de papier et puis recopier comme on s'en est souvenu. Est-ce qu'ils ont été transmis correctement? Par exemple, quand on recopie les résultats, on fait toujours des erreurs. Moi, j'ai souvenir que quand on faisait les séquences d'ADN à la main et qu'on lisait les séquences, on les lisait 2 fois et on faisait en moyenne 3 à 4% d'erreurs. Et pourtant, on était extrêmement soigneux dans tout ce qu'on faisait. Donc, quand vous recopiez 100 chiffres, vous pouvez attendre à ce qu'il y ait 2-3% d'erreurs. Donc, s'il n'y a pas une double saisie, vous le faites pas. Et en général, personne ne fait les doubles saisies, sauf quand on y est obligé. Les protocoles sont écrits, modifiés. On sait quand ils ont été modifiés, on sait quelle est la version en cours, et on sait qu'on est capable de récupérer les protocoles d'avant. Et puis peut-être probablement ce qui manque souvent le plus, c'est les enregistrements, c'est-à-dire les preuves que les chiffres, que les valeurs que vous avez existent et sont bien, et c'est pas, je me souviens, c'est dans le cahier de 2003. Peut-être, mais oui, mais on n'a plus le cahier de 2003, donc on n'est pas capable de revenir et de savoir, etc. Ou le protocole, juste les protocoles pour les papiers, j'ai pensé une anecdote. À un moment donné, on voulait faire un dosage, et donc on regardait comment c'était fait dans la littérature. Donc on a un papier, je dirais, par exemple, de 2012, on dit c'est fait avec les techniques de machin. Bon, très bien. Donc on va voir la technique de machin. Ah ouais, oui, c'est fait avec la technique de truc qui était à peut-être 5 ans avant. Et puis finalement, on trouve la technique qui était décrite, qui est évidemment une technique absolument épouvantable, et tous les résultats qu'on pouvait produire avec cette technique-là étaient fausses. Donc la simple citation, donc retrouver les protocoles est important, retrouver les... Et je pense qu'un des points importants, c'est de transformer une culture, qui est souvent une culture orale, en une culture écrite, et où tout est écrit et qu'on peut retrouver absolument tout. Alors la qualité, c'est quelque chose qui doit être prouvé, et en général c'est prouvé par des audits et par des visites. Alors, comme je vous ai dit, en 2010, les laboratoires de biologie médicale ont été obligés à être accrédités, et ça a été un travail absolument titanesque pour être capable d'être accrédité. J'aurai l'occasion d'y revenir. Et puis, il y a d'autres types de qualités prouvées. C'est probablement moins rigoureuse sur le plan... Enfin, c'est moins complexe ce qui est demandé. La certification, par exemple, les hôpitaux sont certifiés maintenant, c'est-à-dire qu'ils répondent à un certain nombre de qualités. Les biobanques, il existe pour les laboratoires de recherche, je me suis renseigné auprès de la cellule qualité de l'INSERM, une norme
qui s'appelle la norme NFX 50553, que j'ai pas pu personnellement me procurer, mais qui est une norme expérimentale, et il paraît qu'il y a une centaine de laboratoires qui sont accrédités. Et puis je me suis aperçu que les ADR, les administrations de l'INSERM, sont accréditées selon des normes qui sont la norme classique de base, qui est la norme ISO 9001, et pour dire que leur mode de gestion correspond à certains critères de qualité, ce qui est peut-être important de savoir qu'on gère bien notre argent. Donc, la qualité, en fait, ça veut dire qu'on va se référer à un référentiel de normes, on va se conformer à un référentiel de normes. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont écrit et qui ont discuté pendant longtemps la façon dont on doit faire un certain nombre de choses. Et ensuite, eh ben, il y a des gens qui vont venir dans votre laboratoire, dans l'endroit où vous travaillez, pour visiter et vérifier comment vous faites ça. Alors, où est-ce que vous l'avez écrit, est-ce que vous le faites bien comme vous l'avez dit, est-ce que, etc., etc. Et donc, des visites, des audits qui montrent ou qui ne montrent pas que le laboratoire fonctionne conformément aux normes. Et généralement, les résultats, enfin, les résultats négatifs, sont indiqués par des écarts par rapport à la norme, et des écarts qui sont plus ou moins graves et qui justifient votre accréditation ou votre certification selon ce que vous voulez faire. Donc, en gros, l'idée, c'est on écrit ce qu'on fait ce qu'on écrit, et on est capable de prouver qu'on a bien fait qu'il reste des traces de ce qu'on a fait, ce que j'appelle les enregistrements, ce qui est probablement ce qui manque le plus à l'heure actuelle. Alors ensuite, ça va être vraiment ennuyeux, et on va peut-être essayer de passer un peu vite. Je vous donne quelques bouts de texte de la norme donc, qui est imposée au laboratoire de biologie médicale, qui s'appelle la norme ISO 15189, dont le numéro n'a pas grand intérêt, et puis qui est en fait associée au niveau du COFRAC. Le COFRAC, c'est le Comité français d'accréditation, c'est l'organisme qui va donner une accréditation, alors que les certifications sont données, enfin, en tout cas dans le milieu médical, par la Haute Autorité de Santé. Et en fait, ils ont donné certaines... comment dirais-je, les interprétations de la norme ou de ce qu'ils exigeaient par rapport à la norme, eux, ou des explications. Donc la première chose qui, je pense, est quand même intéressante, c'est que dans la norme, il y a un chapitre sur l'éthique, et qui dit qu'il faut se conduire d'une certaine façon, et qui, quand vous regardez, met un accent très important sur l'engagement de la direction. Et je pense que ça, c'est un des points importants. Nous, quand on a été accrédité en tant que laboratoire de biologie médicale, il a fallu que tous les chefs de service signent une lettre d'engagement disant qu'ils allaient s'engager dans la qualité selon certaines conditions. Et c'est une des premières choses qui a été vérifiée. Est-ce que la direction est engagée? Et même... lors de notre première visite, après aussi, mais lors de notre première visite, le fait que la direction de l'hôpital s'était engagée dans l'accréditation, ce qui veut dire que dans un laboratoire de recherche, il y a une responsabilité extrêmement importante du directeur de laboratoire, et c'est vraiment lui qui doit donner la direction, qui doit être le garant que ça se passe bien, et c'est lui qui doit être en fait le responsable de cette intégrité. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont un peu évidentes comme la confidentialité, etc. Mais, aussi dernier point, dans ce qui est écrit dans le SHF 02, le directeur de laboratoire dispose de la marge de manœuvre et des ressources nécessaires. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement je m'engage, c'est-à-dire non seulement je m'engage, mais je vais pouvoir réellement faire respecter les conditions de qualité auxquelles je m'engage, et je n'aurai pas de pression, et j'aurai les moyens, etc. Et si je n'ai pas les moyens, à ce moment-là, on peut se dégager. Ce qui veut dire, par exemple, que dans un hôpital, ou dans une institution, on peut imaginer qu'il est important que les directions supérieures s'engagent également à fournir des moyens. Et comme vous le verrez plus tard, ces moyens sont extrêmement importants. Aboutir à la qualité, ce n'est pas quelque chose qui est gratuit. Juste un autre bout de la norme, c'est l'aspect qualification du personnel. Je vais prendre ce qui est fait au niveau des techniciens, parce que c'est le plus
comment dirais-je, c'est ce sur quoi il y a le plus de discussions, par exemple, quand on va faire des audits et des visites. Donc, la direction doit documenter les qualifications des personnels pour chaque poste. Les qualifications doivent refléter la formation. Et puis, quand on regarde le SHF 02 que j'ai mis en rouge, le laboratoire doit évaluer les compétences de l'ensemble du personnel. Et quand on dit évaluer, c'est évaluer avec une preuve. Et ensuite, il doit y avoir une réévaluation, c'est-à-dire, ce n'est pas acquis que vous êtes compétent pour faire toutes les choses tout le temps. Alors, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que vous engagez un technicien, il n'est pas nécessairement compétent uniquement par son diplôme. Son diplôme lui assure un certain degré de compétence, mais il doit faire un certain nombre de choses dans le laboratoire. Il faut que vous vérifiez qu'il est capable de les faire, qu'il sait les faire dans les bonnes conditions. Ça veut dire que, un, vous avez fait de la formation, et que cette formation a été formalisée, et deuxièmement, que vous ayez évalué que cette formation a été efficace, c'est-à-dire par exemple qu'il est capable de répondre à un quiz, capable de faire ça, et ensuite ça doit être réévalué, c'est-à-dire que ce n'est pas acquis pour le reste de votre vie ou pour les 10 ans qui viennent, et en particulier, par exemple, les techniciens sont grosso modo réévalués tous les ans, et quand quelqu'un part pour 6 mois, pour 1 an et revient dans le laboratoire, eh bien il doit être réévalué avant même d'être autorisé. Et donc, il y a des vérifications toutes simples. C'est, vous regardez une manip qui a été faite. Elle a été faite par qui? Parce que ça doit être indiqué qui a fait la manip. Elle a été faite par qui? Elle a été faite par M. Tartampion. Très bien. Est-ce que vous avez la formation de M. Tartampion? Ah ben oui, il était revenu 15 jours avant. Il n'avait pas été reformé. Donc, a priori, il ne savait pas faire correctement la manip. En tout cas, on peut avoir un doute. Et donc, se mettre toutes ces barrières est quelque chose d'extrêmement important. Juste, je crois que c'est la dernière diapo sur le sujet, l'étalonnage des équipements et la traçabilité métrologique. Donc, disposer d'une procédure documentée pour l'étalonnage des équipements susceptibles. Donc, il faut être certain que le matériel que vous utilisez est un matériel de bonne qualité, qu'il est bien maintenu, que c'est fait correctement, qu'il fonctionne correctement et surtout que c'est indiqué quelque part, qu'on est capable de retrouver. Vous avez fait telle manip avec tel appareil, est-ce qu'il était en état de fonctionnement le jour où vous avez fait cette manip? Et je pense que beaucoup de manips qu'on considère comme n'étant pas fonctionnelles, on peut avoir éventuellement une justification, éliminer des datas parce qu'on s'aperçoit que l'appareil ne marchait pas bien. Donc les résultats qui sont là sont considérés comme mauvais, même s'ils vous arrangent, ils sont dans le bon endroit, et ça vous permet de les éliminer. OK. Et la documentation, qui est peut-être un des points les plus importants, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait doit être écrit, c'est-à-dire que, il faut que les protocoles soient tous écrits de façon précise et compréhensible, que quand vous faites une modification du protocole, ça doit être écrit que c'est la version 1, la version 2, la version 3, la version 4, que vous avez toutes les versions et vous savez les modifications qui ont été faites, et ce n'est pas un post-it qui est collé sur une feuille de papier qu'on perd parce qu'il se décolle au bout d'un certain temps, etc. Et que de toute façon, moi j'ai l'habitude et je ne regarde pas le protocole, donc je ne savais pas qu'il y avait une modification qui est vraiment importante. Et puis il faut vérifier aussi que les gens les ont vus et qu'ils ont été regardés. Donc vous voyez toute une série de choses qui paraissent comme ça évidentes, mais qui en fait sont vraiment, enfin, qu'il est difficile de maintenir dans un état élevé. Et puis, bon, maintenant, beaucoup de data sont évidemment stockées dans des ordinateurs où il y a des tableaux Excel, etc. Et donc là, il y a toute une série de vérifications qu'il faut faire et qui, à mon avis, ne sont pas faites très souvent. C'est-à-dire que vérifier quand on transmet une information que c'est bien la bonne information qui arrive. Tout le monde pense que les ordinateurs, ça fait comme ça, mais en fait, on s'aperçoit que de temps en temps, il y a des surprises. En particulier, par exemple, les comptes rendus pour nous d'édition, de temps en temps, on s'aperçoit que c'est un petit peu n'importe quoi, que vous n'allez pas tout perdre, et en particulier perdre tous vos enregistrements, c'est-à-dire qu'il y a bien un serveur, qu'il est sécurisé, qu'il est doublé, et que tout ça est fait avec une certaine confidentialité. Bon, juste des
petites choses comme ça, c'est verrouiller les tableaux Excel, par exemple, qu'on ne puisse pas changer les valeurs qu'il y a dans vos tableaux Excel ou qu'il ne puisse pas y avoir d'erreur. Vérifier vos formules. Verrouiller les tableaux Excel. Nous, notre première visite, on avait 1 ou 2 tableaux qui n'étaient pas verrouillés. L'auditeur nous les a fait disparaître avec toute une série de data qui étaient assez importantes. Heureusement, il est réapparu, mais ça pourrait être en effet ennuyeux. Et il y a quelque chose qu'on est vraiment obligé de faire, j'ai parlé tout à l'heure, c'est la saisie manuelle en double. L'idée, c'est qu'on ait, et maintenant ça commence à être beaucoup demandé dans les articles, les raw data, c'est-à-dire qu'on puisse revenir sur vos tableaux, etc. Il peut y avoir maintenant des visites, par exemple quand il y a des doutes, il y a des visites et que, évidemment, si vous n'avez pas les raw data, on ne peut avoir strictement aucune confiance dans les résultats que vous avez obtenus. Ok, donc je vais m'arrêter là. Je crois que je suis à peu près dans les temps. Je crois que je vais finir à 11h15. Merci. Donc, à partir d'une expérience assez importante de la démarche qualité, puisque j'ai beaucoup participé au développement dans le cadre d'un laboratoire de biologie médicale, mais comme je travaille dans un laboratoire de recherche, je peux assez facilement faire la comparaison des exigences et de ce qui probablement devrait être fait. La première chose, c'est lourd. C'est vraiment très lourd. C'est très coûteux. Je sais que dans notre département, ça nous a coûté à peu près 7 emplois à temps plein. Alors évidemment, c'est un énorme laboratoire de biologie médicale, mais 7 emplois à temps plein, c'est pas rien. Maintenant, c'est rassurant, c'est-à-dire que quand on rend des résultats, nous en avons confiance et les médecins peuvent avoir confiance. Et ils peuvent avoir aussi confiance, par exemple, sur l'identité. L'identité des patients, c'est une des erreurs les plus importantes qu'on puisse faire, c'est de se tromper. Et maintenant, on a des contrôles qui sont extrêmement importants. Et l'organisation, c'est clair que ça nous a amené à des grands progrès d'organisation et que des choses qui étaient faites de façon désorganisée, on récupère un petit peu du temps et de l'argent qu'on a dépensé en organisation. Et je pense que le mot vraiment important dans la qualité, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'on a confiance, les médecins, les patients, nous avons confiance dans les résultats qu'on donne. Et ça doit être aussi vrai dans un laboratoire de recherche et là où on produit des résultats. Et je pense que la confiance, c'est la vraie garantie. C'est une des vraies garanties de l'intégrité. Et la qualité permet d'atteindre cette confiance. Merci.